Donc, bienvenue sur ce webinaire. On va lancer, je vais commencer par me présenter, comme ça fera venir les retardataires. C'est un spécial webinaire donc, sur les 5 astuces de recruteurs pour mener vos entretiens de recrutement. On est des passionnés chez Me & My Boss, donc aujourd'hui on est plus d'une centaine. Tout cela sera accessible via tout simplement un replay. Vous pouvez à tout moment, dans l'onglet discussion, me poser des questions. À la fin, on se réserve un temps justement pour tout ça. Donc, je m'appelle Sébastiano. Je suis le cofondateur de Me & My Boss. Je vais vous dire exactement rapidement ce que l'on fait. Je suis un ex-DRH. J'avais un cabinet de recrutement assez classique qui s'appelle le cabinet Osvan, spécialité dans le recrutement de moutons à 5 pattes dans l'Ouest. Et puis, depuis 2013, on développe Me & My Boss avec une nouvelle approche. Et donc, ceux qui suivent mes webinaires, juste en préambule, pour vous mettre dans l'ambiance, je parle souvent de 2 dates. 1967, la création de l'ANPE, Agence nationale pour l'emploi. Certains, ça ne leur parle pas, c'est la nouvelle génération, ils me regardent avec des yeux. C'est l'ancien Pôle emploi, 1967. Et qu'est-ce qu'on met en place comme process pour recruter en 1967? Le CV plus la lettre de motivation. Et on est en 2022 et aujourd'hui, on a des voitures autonomes. On parle d'aller habiter sur Mars. Et qu'est-ce qu'on fait pour postuler dans les entreprises? On demande un CV plus une lettre de motivation. Donc, il y a comme un petit problème. Et je ne parle même pas des offres d'emploi où on explose les scores avec des annonces qui sont beaucoup similaires. Entreprises en pleine croissance, recrutent, sont super, commerciales et blablabli et blablabla. Et les candidats, on en a marre. Donc, chez Me & My Boss, on s'est attaqué à la mise en relation, la manière de postuler, et ça change tout. C'est-à-dire qu'on est capable de capter, sélectionner et recruter. Je passe très rapide. Si vous êtes intéressé, forcément, je vous proposerai d'aller plus loin et on enverra notre plaquette. Mais on capte des candidats engagés. Et comment on fait? Eh bien, on joue à l'entreprise mystère. On cache l'identité de l'entreprise. On propose au candidat de jouer à un petit jeu. C'est-à-dire que, même si c'est un peu exagéré, on lui pose une question et en échange de sa réponse, on lui donne un indice. Et au bout de 5 indices, on lui révèle l'identité de l'entreprise et il doit nous dire s'il a envie d'y aller ou pas. Et comme il ne sait pas chez qui il postule, et que s'il ne postule pas, l'entreprise ne le saura pas. C'est un petit jeu qui permet de se dévoiler pas à pas et qui donne des résultats excellents, surtout en termes de personnalité, de correspondance d'ADN. C'est assez magique. Je ne vous passe pas la vidéo. On vous enverra les liens si vous êtes intéressé. Voilà, présentations sont faites. Donc, pour terminer, je passe le mot, on a un siège qui est à Rennes avec nos collaborateurs ici, nos sourceurs, tout le back-office, on va dire, et on a des conseillers recruteurs entrepreneurs sur la France. Quand je dis entrepreneurs, ce sont en fait des entrepreneurs qui ont acheté la licence Me & My Boss pour représenter cette méthodologie, ce concept sur différentes villes. On en a une dizaine aujourd'hui en France et je passe l'info, on est en train de se développer, on cherche sur Lille, Strasbourg, Lyon, Paris, Nantes. Si vous avez envie d'entreprendre, comme je sais qu'il y a beaucoup de RH et de recruteurs qui regardent, on pourra en discuter, on a un site spécialisé dessus. Voilà, c'est parti. Première astuce sur l'entretien de recrutement. Encore une fois, à tout moment, vous posez des questions. La première astuce, on constate régulièrement qu'on a tendance à ne pas briser la glace, un terme anglicisme icebreaker, c'est-à-dire que quand un candidat arrive en entretien, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important de le mettre dans le mouvement. Je m'explique. Pendant longtemps, on a cru qu'il y a encore des cabinets, des recruteurs qui fonctionnent comme ça, qui se disent, cette personne-là, quand on va la recruter, on va la mettre en poste. Et en poste, elle va stresser, parce que forcément, tous les postes chez nous sont stressants. Et quand on stresse en tant qu'humain, on a un comportement qui est différent. Et donc, si je veux voir comment la personne va réagir dans son poste, il va falloir que je la stresse sur l'entretien de recrutement pour voir comment elle réagit. Donc, ça donnait des entretiens, et peut-être que parmi vous, certains l'ont vécu, où on fait des entretiens de recrutement avec un recruteur qui, vous avez l'impression qu'il vous agresse, qui cherche à vous déstabiliser parce qu'il veut voir comment vous réagissez en situation de stress. Et qu'est-ce qui se passe? On sort de cet entretien, on dit, mais c'était n'importe quoi. Quand on vous demande comment ça s'est passé, on dit, non, mais là, oh là, non. Et d'un seul coup, vous avez un appel du recruteur qui dit, c'est vous qu'on a choisi et vous ne comprenez pas. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, et surtout avec la génération qui débarque, qui est déjà là, plus on met le candidat ou la candidate à l'aise, plus on est transparent et plus on va avoir d'informations. Ne pas oublier qu'un recrutement, c'est l'adéquation d'un mode de fonctionnement en termes de personnalité et ensuite de compétences.
Et donc, plus on met à l'aise la personne, plus on sera capable d'avoir des informations et de voir si ça peut matcher. Et pour mettre à l'aise la personne, eh bien, les premières secondes sont extrêmement, extrêmement importantes. Donc, souvent, je vois des RH ou des managers qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'exercice. Quand ce sont des directeurs commerciaux, alors là, ça, tout de suite, c'est hey, « bonjour ». Donc, la fameuse phrase, vous avez trouvé facilement les bureaux, les locaux. C'est un peu la phrase passe-partout, mais il y a des managers, surtout profils commerciaux, qui ont cette facilité pour créer le contact sur les 30 premières secondes. Ils serrent la main ou ils checkent, suivant le niveau de Covid qu'il peut y avoir, et vont regarder droit dans les yeux parce que c'est comme un acte commercial. Les premières secondes sont importantes. Ensuite, la personne va arriver, vous allez faire un trajet de l'accueil jusqu'à la salle où vous allez passer l'entretien. Je parle de détails, hein. C'est vraiment une des astuces. J'y reviendrai à la fin. On a résumé tout ça dans un e-learning si vous êtes intéressé, mais on a une astuce mémotechnique qui s'appelle les 5 sens. Toujours à avoir ça en tête, c'est-à-dire que je m'explique, un candidat, quand il arrive, il y a tout l'inconscient qui est imprégné par l'entretien qu'il va avoir, et derrière, il va le faire savoir à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la marque employeur, montrer à l'intérieur comment on est à l'intérieur, à l'extérieur. Et donc, les 5 sens, c'est quoi? C'est toujours penser, on commence par l'ouïe. Je vais préparer une salle, un bureau où je vais faire passer l'entretien, où c'est calme. Pas à côté de l'autoroute, pas là où il y a des travaux, pas là où… Voilà, un moment calme. Ensuite, on passe la vue. Deuxième sens, eh bien, un lieu agréable. Je vois des fois dans des entreprises, j'ai pas de bureau, et on va recevoir, pas dans un débarras, mais on n'est pas loin. Il y a les stocks de cartons qui sont à côté. Enfin, dans l'inconscient, c'est pas génialissime en termes d'accueil. Après, Louis, la vue, derrière, on va faire l'odorat. L'odorat, pareil, on évite les salles de réunion après les brainstormers où il y a 10 personnes qui, pendant 1 heure, ont réfléchi avec des post-it. On aère la salle et je l'ai vu. C'est pour ça que je dis que ce sont des détails, mais qui font la différence. Donc, une fois qu'on a aéré la salle, que la salle est calme et derrière, qu'elle est agréable à la vue, il y a le goût, c'est-à-dire le goût, on propose un café, un thé, le bonus, ce petit gâteau, ou un verre d'eau. Ce que je veux dire par là, c'est hyper important. Et dernier sens, je vais passer rapidement le toucher. Eh bien, si on a un produit technique, on n'hésite pas à le mettre sur le bureau pour que le candidat puisse toucher. Si on a un produit qui est un service qui n'est pas palpable, eh bien, on a une plaquette, on met une plaquette, on met un flyer, on met quelque chose pour que le candidat puisse toucher. Ça veut dire que ça fait partie de l'icebreaker de démarrage. Et enfin, on va créer la conversation. Et les premières conversations ne doivent pas être directement sur l'entretien. Combien de fois je vois, bon, asseyez-vous. Donc, parlez-moi de vous. Et là, d'entrée de jeu, on n'a même pas le temps justement de briser la glace, de mettre à l'aise le candidat, à savoir qu'il vient dans une situation où il peut être en situation de stress. Donc, notre job en tant que recruteur, c'est on est là pour voir si on peut être ensemble. Donc, les plus habitués vont le faire facilement. Ce qui est idéal, c'est d'aller repérer, petite astuce, un loisir ou un centre d'intérêt dans le CV pour partir sur le sujet. Tiens, j'ai vu que vous jouiez au foot. Ça m'intéresse. Et quel poste? Et vous jouez encore, tatati, tatata, vous jouez à la guitare. Peu importe, c'est prendre quelque chose dans le CV. Inversement, vous pouvez, deuxième astuce, prendre une actualité de votre entreprise et dire, tiens, la semaine dernière, j'étais en convention à Marseille, du côté du Palais du Pharo. C'était vraiment génial, je ne connaissais pas. Vous connaissez Marseille? Et on va créer le lien. Troisième sujet pour briser la glace, si on ne sait vraiment pas de quoi parler, on peut regarder l'actualité ambiante et dire, tiens, vous avez vu, les seniors de plus de 50 ans en Angleterre sont en train de fuir le pays. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est l'actu du moment. Après la grande démission aux États-Unis avec 4,5 millions de personnes, Angleterre en ce moment, en France, la semaine de 4 jours, vous en pensez quoi? Donc, c'est ça. Et si vraiment on est en manque d'inspiration, on n'est pas à l'aise, il reste la fameuse météo. Il fait beau aujourd'hui. Et voilà, et tatati. Voilà. Juste cette première astuce qui est extrêmement importante puisqu'elle va mettre en condition la personne dans l'entretien de recrutement. Je vois, n'hésitez pas. Je vais passer à la deuxième astuce sur les règles du jeu. Je m'explique.
L'être humain, quand il est en entretien de recrutement, va vouloir se vendre, limite se survendre. Je vais prendre le stéréotype du commercial. Un commercial qui vient en entretien, il veut avoir le poste. Donc, il va se présenter sous son meilleur jour. On ne peut pas lui en vouloir. C'est, encore une fois, humain. Et donc, il va avoir peut-être tendance à exagérer certaines choses et on se retrouve des fois sur un deuxième, troisième entretien où on se fait, je vais encore utiliser un anglicisme, ghoster. On avait fait un webinaire sur le sujet, c'est-à-dire quoi? C'est le phénomène, je ne vais pas dire à la mode, mais où vous avez un candidat qui d'un seul coup ne donne plus de nouvelles, ne vient plus, et des fois vous l'avez vu déjà sur un premier entretien, vous laissez des messages et il a disparu de la surface de la Terre. Et donc s'ensuit forcément en termes d'éducation, c'est moyen, de la colère, de l'incompréhension, et puis quand ça arrive une fois, deux fois, trois fois, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc comment on fait pour éviter ça? Alors souvent, ça peut être parce que la personne s'est présentée un peu trop comme elle ne serait pas. Je prends un exemple précis, encore une fois du commercial, parce que c'est trop facile. Voilà, moi j'avais une rémunération aux alentours de 3 500 € net mensuels, tatati tatata. Et un dirigeant va dire au deuxième entretien, je vous propose un dernier entretien, vous venez avec votre dernière fiche de paye, comme ça on va pouvoir nous aligner notre fixe et notre variable par rapport à votre rémunération. Comme ça, vous n'allez pas perdre, au contraire, on va faire en sorte que… Et là, son l'image, puisqu'il n'était pas à 3 500 € net, mais bien en dessous. Ou autre exemple, tiens, je suis parti parce que ce manager-là était ci, était ça, il a fait ci, il a fait ça. Et puis à un moment donné, vous faites une prise de référence et ce manager n'a pas fait ci, n'a pas fait ça. Et là, le candidat, vous l'appelez pour dire, tiens, j'ai fait une prise de référence et je me suis aperçu que… Et là, vous n'avez plus de réponse, plus de son, plus d'image, parce que en fait, la personne, à un moment donné, c'est trop vendue. D'accord? Donc, pour éviter ça, en petite astuce, quand on arrive en entretien, une fois qu'on a brisé la glace, je ne vais pas revenir dans tous les détails, mais un des schémas, des actes à faire et à cocher dans son process de recrutement, c'est d'expliquer on est là pour tel objectif, ça va se passer comme ci, comme ci, comme ça. On va d'abord échanger, par exemple, c'est vraiment un exemple, sur votre parcours. Je vais ensuite vous parler du poste, on énumère le plan. Et derrière, dans un deuxième temps, si demain nous comptons aller plus loin, eh bien, j'effectuerai des prises de référence avec votre accord. Ensuite, on fera des tests de personnalité, encore une fois, c'est qu'un exemple, qui nous permettront justement d'avancer en confiance ensemble sur tatati tata et voir si on peut bosser ensemble. Le fait d'annoncer dès le départ, par exemple, que vous ferez des prises de référence avec son autorisation, encore une fois, c'est obligatoire, eh bien, d'un seul coup, vous allez voir les différences de présentation. Je l'ai vécu, je peux vous le dire, avec des personnes qui vont se reprendre, vont dire, voilà, j'ai fait ci, qui vont rajouter ces petites phrases, pour être précis, ma rémunération était comme ça. Et j'avais un 13e mois et c'était comme ci. Ou pour être précis, voilà, parce que derrière, dans l'inconscient, vous avez ancré le process et expliqué qu'il va y avoir derrière une prise de référence. Mais attention, il faut faire la même chose de votre côté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être transparent côté entreprise aussi pour que le candidat ne découvre pas certaines choses. C'est un autre débat, c'est un autre sujet. Mais voilà, donc, énoncer les règles du jeu dès le départ. S'il y a un entretien, 2, 3, comment ça va se passer et surtout les différentes phases. Et vous allez voir, d'un seul coup, vous allez avoir beaucoup plus d'informations, surtout si vous avez été capable de mettre à l'aise la personne. OK? C'était la deuxième astuce. On va passer à la troisième. La fameuse question du téléphone. Donc, je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous parler de toutes les techniques de questionnement en entretien de recrutement. Mais je profite de ces webinaires. Il y a plus d'une centaine de personnes qui sont connectées. On le dit souvent, il faut arrêter avec la question des 3 qualités et des 3 défauts. Je suis sûr que derrière votre écran, il y en a beaucoup qui disent « Oui, mais je pensais que c'était fini, c'était définitif. » Mais encore, il y a 15 jours, j'étais devant des industriels et il y avait… on parler du recrutement de demain, des différentes vagues de nouvelles générations, entre autres, dans le recrutement. Et là, il y avait une classe de BTS qui était présente, et dont un jeune qui a été interviewé, et il m'a fait sourire, mais je le trouvais excellent, qui nous disait, oui, de toute façon, d'entretien, il y a les RH et les opérationnels. Et les RH,
eh bien, certains ou managers, on sait exactement ce qu'ils vont nous poser comme question. C'est toujours les 3 qualités, 3 défauts. Vous serez où dans 5 ans? Ils nous sortaient toutes les phrases et ils venaient de passer des entretiens. Ils les avaient eues, ces questions-là. Et pire, ils nous disaient, et sinon sur mon CV, avant l'entretien, ce qu'on fait nous tous, on va sur le site de l'entreprise, on prend les 3 valeurs, on les copie-colle sur notre CV, on envoie comme ça. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on pose ce type de questions-là, on a été programmé, on l'a entendu, on s'est dit tiens, ou il y avait une 3e question aussi qui m'a fait sourire, qui sont habitués à ce qu'on leur pose, c'est si je vais voir vos amis et que je leur demande qu'est-ce qu'ils pensent de vous, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Et donc, ils étaient tous sourire en disant mais ça, on l'a préparé, les qualités, défauts, on va dire qu'on est perfectionniste, mais bon, c'est pas vraiment un défaut, je me soigne tous les jours et tatati tatata. Donc, ce que je vous propose, il y a différentes techniques de questionnement. Je vais juste en aborder une pour ceux qui ne savent vraiment pas quoi poser comme question. Les fameux 5 pourquoi. Et après, je vous parle de celle-là que je trouve assez parlante, amusante et qui peut créer du lien. Juste les 5 pourquoi, c'est parmi toutes les techniques. Certains connaissent. C'est quoi? Je dis souvent à un manager, vous ne savez pas trop forcément comment poser les questions et comment entamer le dialogue dans l'expérience professionnelle. Eh bien, vous prenez une expérience professionnelle d'un de vos candidats, il vous dit voilà, et c'est de savoir de pourquoi il est passé de telle entreprise à telle entreprise. Et donc là, vous allez dire, mais pourquoi vous avez changé? C'est vraiment un exemple. C'est le premier pourquoi. Et là, il va vous dire, tout simplement parce que j'avais un manager avec qui je ne m'entendais pas. Vous reprenez la fin de la phrase et vous rajoutez un pourquoi. C'est extrêmement simple. Donc, c'est ah bon, et pourquoi vous vous entendiez plus avec lui? Le 2e pourquoi. Tout simplement parce qu'il était un peu trop directif à mon goût et me faisait des reproches. Donc, ok, vous prenez la fin. Et pourquoi vous faisait-il des reproches? Eh bien, tout simplement parce que je ne remplissais pas le CRM comme il voulait. Et donc, à partir de là, on n'avait pas des stats qui étaient franches où il me demandait d'aller voir sur mon agenda. Bon, et pourquoi? Voilà. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais vous allez jusqu'à les 5 et vous allez remonter à la source et ça va vous permettre de comprendre des modes de fonctionnement. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez le faire avec votre entourage. J'ai des ados et jeunes adultes et des fois, je m'amuse à remonter le pourquoi. Et des fois, ils s'aperçoivent que c'est leur comportement qui a créé la situation. Mais c'est extrêmement important. Donc, c'est facile à mettre en œuvre. Vous prenez une expérience professionnelle, vous posez un premier pourquoi et vous déroulez les 5 pourquoi. Donc, c'est quand même assez connu, mais voilà, je vous livre ça. La question du fameux téléphone. Pourquoi je vous dis ça? Je prends par exemple des juniors où il y a très peu d'expérience professionnelle et c'est compliqué d'aller capter une sensibilité, une personnalité sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, leur source de motivation. C'est quoi leur moteur? Et on a fait beaucoup de tests, par exemple, avec l'INSA. L'INSA sur des masters sur excellence opérationnelle. Bac plus 5, on sélectionnait, recrutait des personnes parce que les places sont limitées et on a testé des entretiens de recrutement complètement inversés où c'était le candidat, il arrivait, on lui disait vous avez 1 heure, c'est vous qui menez l'entretien. On avait prévu une structure, je ne vais pas aller dans le détail, mais c'était en termes d'expérimentation très intéressant. Et une des questions qu'on a expérimentées, par exemple, c'était de poser la question, tiens, aujourd'hui, pratiquement tout le monde a un téléphone portable. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme téléphone portable? Qu'est-ce que vous avez choisi comme marque, comme téléphone et pourquoi? Vous pouvez y coller les 5 pourquoi si vous voulez, mais quand vous regardez les téléphones, je l'ai encore, me suis amusé hier encore avec un alternant, un jeune alternant. Il me demandait, tiens, vous avez quel type de téléphone, vous? Mais perso, hein, pas l'entreprise, pas le téléphone de l'entreprise. Il m'a dit, j'ai un iPhone 11. Je dis, ah bon, et qu'est-ce qui a fait votre choix? Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi un iPhone 11 et pas une autre marque? Et là, il a déroulé. Simplement, je trouve ça hyper intuitif. J'adore la marque, j'adore l'état d'esprit. Puis j'ai juste à cliquer ça. Je suis sur Snapchat, je fais ci, je fais ça. Mes filtres sont directement disponibles. Tatati, tatata. Et donc, du coup, après, on a enchaîné sur les réseaux sociaux, lesquels il pratiquait, ce qu'il pensait de LinkedIn, et tatati, tatata. Inversement, j'ai un beau-frère qui, par exemple, lui va avoir un Nokia et veut même pas entendre parler de réseaux sociaux. Et donc, si je lui demande tout simplement quel téléphone, il va me dire le Nokia et je dis pourquoi? Il me dit non, c'est bon, l'ultra-communication, les réseaux sociaux, moi je veux pas en entendre parler, tatati, tatata. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien, mais ça permet d'en savoir énormément sur le mode de fonctionnement des personnes dans leur choix sur ce type d'ustensile. Voilà, c'était
Une petite parenthèse, une petite astuce que si vous utilisez, ça m'intéresse d'avoir vos retours d'expérimentation sur le sujet parce que je trouve ça assez fort sur ce qu'on peut avoir comme retour. Quatrième astuce, je vois le temps qui file, quatrième astuce sur la fameuse question de la fin. Donc, je ne vais pas y revenir sur tout le structure d'entretien. Encore une fois, on vous proposera un lien si vous avez envie d'aller plus loin sur comment mener un entretien de A à Z. Mais là, vous arrivez à la fin de l'entretien et vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à saisir le candidat ou la candidate. Je m'explique, ça va sûrement arriver. Vous avez quelqu'un qui est extrêmement préparé, qui est là, qui a une gestuelle comportementale, les deux mains sur le bureau, 10h10, qui est là, le sourire tout le temps, qui vous répond au tac au tac, et tout est parfait, tout est magique, et vous dites, mais c'est pas possible. Mais il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à sentir. Votre intuition vous dit, ah, j'arrive pas à savoir. Je ne vais pas dire que c'est trop parfait, parce que ça serait, c'est pas la bonne phrase, mais vous avez cette sensation que tout a été préparé et que vous n'avez pas eu la teneur même, le côté nature de la personne que vous avez en face. Donc, quand ça arrive généralement encore une fois avec les profils commerciaux. Les directeurs commerciaux, pour ne pas les citer, ils sont extrêmement forts, qui vous regardez droit dans les yeux, le sourire, vous répondre, être capable de jouer, la fibre commerciale, vous regardez, ils sont tout en droit, il n'y a aucune gestuelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut regarder quand on pose des questions, si on va vers l'arrière, si on met le doigt sur certains sujets, si on décèle des… Non, là non, c'est carré. Eh bien, une petite astuce, c'est de l'ordre de la manipulation, ce que je vais vous livrer. Donc, c'est à faire avec bienveillance, enfin, c'est de la gentille manipulation quand même. L'objectif, encore une fois, c'est de voir s'il y a adéquation. C'est simplement, vous arrivez à la fin et vous allez clôturer l'entretien. Vous allez dire, voilà, bah, écoutez, moi je pense que j'ai posé toutes les questions. Apparemment, vous aussi, vous m'avez dit que vous n'avez plus de questions. Donc, ce que je vous propose, c'est d'arrêter là. Et là, vous faites style de vous lever. D'accord, le candidat se lève. Généralement, la gestuelle, il y a un mimétisme qui s'opère dans ce genre de situation. Et puis, au moment de partir, tu fais « Ah, attendez, j'ai vu que… » Et vous partez sur la zone loisir. C'est-à-dire que, au fait, tout à l'heure, vous m'avez dit vous jouez au foot, mais et vous commencez à mettre même en termes de gestuelle, vous commencez à vous relâcher ou à vous appuyer sur le coin du bureau dans une méthodologie de parler, de l'amener dans les loisirs et le centre d'intérêt. Alors, quand je dis loisirs, centre d'intérêt, c'est que vous allez vous intéresser… Hop, Vincent, cela sonne faux. D'accord, ok. On en reparle après. Je n'ai pas tout compris dans la chose. Vous allez vous intéresser pour de vrai au centre d'intérêt. Quelqu'un qui fait, par exemple, qui joue au baseball, eh bien, vous allez poser des questions. En tant que recruteur, une des conditions, c'est d'être extrêmement curieux, mais pour de vrai. Et vous allez vous intéresser, vous intéresser, vous intéresser. Et là, la personne va basculer dans ce que j'appelle, moi, la zone passion. Et dès qu'elle est dans la zone passion, vous allez ensuite vous rasseoir et vous dire, au fait, j'ai oublié de vous poser une question. Et les questions que vous aviez en suspens, où vous aviez, eh bien là, d'un seul coup, vous allez voir, le rendu va être beaucoup plus naturel. Ferez le test, c'est assez édifiant sur la chose. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est la gentille manipulation. C'est à un moment donné, quand tout est trop préparé et qu'on veut du naturel et qu'on met les personnes à l'aise pour justement avoir de la transparence des deux côtés et qu'on sent qu'un côté est tellement préparé qu'on n'arrive pas à avoir la personnalité propre, eh bien, passez par la case passion pour détendre tout simplement et avoir vraiment le côté nature. Voilà, c'est une petite astuce qu'on peut faire en entretien. Je vois, hop. Alors oui, Fanny, les questions sans intérêt peuvent être prises justement dans le temps de l'entretien, mais derrière, on va essayer d'approfondir. C'est-à-dire que généralement, je reprends le foot, j'ai eu dernièrement, où je vais poser quelques questions. Vous avez quel poste? Ah oui, c'était ci. Vous faisiez partie d'une équipe, c'était quel niveau? Très bien, ok. Et là, après, au moment de partir, je vais, là, d'actualité, par exemple, là, je suis de Rennes, je veux dire, vous avez vu, Rennes a battu l'OM 2-0. Et je vais voir si ça accroche. Si ça accroche pas, je vais dire, et vous avez pensé quoi du niveau? Et si ça accroche pas, je vais aller sur un troisième niveau, jusqu'à temps d'accrocher dans la zone passion. Des fois, ça demande 2-3 relances, mais on arrive à accrocher. L'objectif, encore une fois, c'est, on le voit à la gestuelle en face de la personne qui, d'un seul coup,
bascule dans la passion. Le dernière astuce sur l'entretien, hop, l'email de réassurance. Très, très peu de personnes le font. Je m'explique. C'est pour ça que j'en parle. C'est une fois que la personne est partie, n'est plus en entretien, il peut arriver, certaines personnes envoient un mail, un genre de copier-coller, merci d'être venu. C'est être capable d'envoyer un mail tout de suite pour remercier pour le temps passé en entretien. C'est dans cet email rajouter une phrase personnelle. C'est important, c'est-à-dire que la personne sente que c'est un email qui lui est adressé et non pas, on voit trop de messages qui sont sur les sites d'offres d'emploi. Si dans 15 jours, vous n'avez pas de réponse, c'est que vous n'avez pas été retenu. Non, c'est tout sauf ça. C'est merci d'avoir pris le temps d'être venu. Merci du partage de votre expérience professionnelle et de ce qu'on a pu échanger ensemble. Donc, comme prévu, je vous rappellerai à tel moment, parce qu'on a expliqué les règles du jeu. Et derrière, vous allez ajouter, et merci pour le cours sur ci, ou merci pour m'avoir fait découvrir le baseball, je dis n'importe quoi, mais pour créer un lien. Ah d'accord, Vincent, ok, le candidat ou la candidate parfaite n'existe pas, d'où le son faux. Et je suis entièrement d'accord, mais quand je dis ça, c'est quand je dis candidat parfait, et c'est pour ça que je disais que la phrase n'était pas exactement celle que je voulais prononcer, mais je vous assure, il y a des commerciaux qui sont, et je vois des jeunes, par exemple, de l'école de commerce, qui sont formés, vous passez un entretien avec eux, ouais, ça peut sonner faux, en effet, à la fin. Donc, cet email de réassurance est derrière donner une réponse. Si elle est négative, il faut donner une réponse. C'est un calvaire. Quand on est dans la bienveillance, quand on est dans l'empathie, et généralement dans les RH, dans le recrutement, on n'aime pas dire non, on n'aime pas dire vous n'avez pas été retenu, mais il faut être capable de le dire. Ça va faire grandir les personnes et surtout expliquer. C'est jamais facile, mais c'est de dire, voilà, vous étiez en concurrence avec telle ou telle personne, il s'avère que cette personne-là maîtrise ça, et en termes de personnalité, notre choix s'est porté sur elle. Ce qui ne veut pas dire que votre candidature n'est pas… Voilà, il ne faut pas que la personne se sente diminuée. C'est simplement qu'à un moment donné, c'est une histoire de puzzle et qu'il faut faire un choix. Faire un choix, c'est choisir, c'est renoncer, mais il faut être… Parce que ces personnes-là, derrière… vont se construire sur l'étape suivante et ils ont souvent d'autres entretiens aussi. Donc, il faut être capable de donner une réponse. Parce que l'inverse, aujourd'hui, quand vous interrogez des candidats partout, ils fustigent, je vais parler des cabinets de recrutement, parce qu'ils n'ont pas de réponse. Ou des fois, ils ont passé un entretien, ils n'ont plus de son, plus d'image. On parle de ghosting de candidats qui viennent plus en entretien, mais alors, dans l'inverse, c'est assez édifiant. Des chefs d'entreprise qui le font pas. Ok, merci Annick sur la remarque. Donc, on va faire le email de rassurance et on va donner une réponse derrière. Plus vous donnerez de réponse, plus vous serez humain. Et je sais que ça prend du temps, mais il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Il y a aujourd'hui même des sociétés qui payent des recruteurs pour appeler les candidats, non pas laisser des messages, mais les appeler pour justement leur expliquer qu'ils n'ont pas été retenus pour la marque employeur. Donc, aujourd'hui, le marché est tellement tendu en ce moment sur le manque de candidatures, c'est tellement énormissime parce qu'on avait des postes qui étaient pénuriques et là, tout était en train de devenir pénurique qu'il faut soigner la manière dont on est à l'intérieur, la montrer à l'extérieur sans faire du market, sans mettre des tables de ping-pong alors qu'on ne joue pas au ping-pong, en étant vrai pour attirer des gens qui nous ressemblent. Je vois une question d'Hélène. Je me pose toujours la question d'indiquer la raison par email car tout le monde ne souhaite pas recevoir du feedback. En revanche, je laisse la porte ouverte. Voilà, pour en recontacter plus. Tout à fait. Il y a cette option-là, en effet, mais c'est de tendre la main. Et la personne la prend ou pas, mais c'est au moins de montrer que. Entièrement d'accord. Il y a certains postes, il y a quelques temps encore, où on avait beaucoup de candidatures, et là, ce n'était pas forcément facile, donc on peut, ouais, en effet, tendre la main. Voilà sur cette 5e astuce. Donc, je répète, on brise la glace. Derrière, on explique les règles du jeu au démarrage pour éviter de surjouer. Ensuite, on explique les techniques de questionnement, les 5 pourquoi ou la question du téléphone portable. Vous avez la fameuse question à la fin, passer par la case passion pour avoir l'essence même de la personne et derrière, donner l'email de réassurance et donner une réponse. Si vous voulez aller plus loin, c'est mon instant commercial à moi.
on se retrouvait chez Me & My Boss avec, comme on accompagne beaucoup d'entreprises dans les recrutements, au moment où les managers, entre autres, recevaient les candidats ou les RH, certains avaient besoin de se former à l'entretien de recrutement ou me posaient des questions. Sébastien, qu'est-ce que je pose comme question? Je veux éviter les 3 qualités, 3 défauts. Eh bien, je me retrouvais en fait à faire des webinaires privés en fait sur des managers ou des codires pour dire voilà comment il faut faire. Eh bien, on a mis tout ça, on a compilé 3 heures de vidéo sur l'entretien du début jusqu'à la fin avec une prise en charge OPCO. On vous enverra le lien si vous êtes intéressé. Donc, c'était mon petit instant commercial, vous m'en voudrez pas. Mais on a adoré faire ça. On a mis 6 mois à mettre tout ça au point. Donc, voilà. Je vous propose de passer aux questions. Si la raison est subjective, comment l'amener sans faire de la discrimination? Oui, Chloé, il y a toujours la fameuse question de subjectif, c'est quand on ne le sent pas, quand c'est de l'ordre de l'intuition, de l'ordre du feeling. C'est compliqué à expliquer. Donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est bien une histoire de feeling, tout à fait, Sarah. C'est comment on fait en sorte au maximum d'enlever justement, de diminuer cet espace de feeling. Je m'explique. Au démarrage, on a encore ce qu'on appelle la fiche de poste. On a un outil, nous, par exemple, qui s'appelle le Job Description Canvas, où on a la personne au centre. On a pris en fait le business model Canvas, on l'a adapté à une fiche de poste. On met le candidat au milieu qu'on doit recruter et dans son environnement. Et donc, on regarde son supérieur, les personnes avec qui il va être en connexion, les personnalités de chacun, et on trouve les points communs. Sur la gauche de la feuille, du coup, on liste par des mots-clés les personnalités. Et ensuite, on fait son emploi du temps sur les jours qui viennent pour aller dans le détail de ses tâches, mais que ce soit sur de la direction, sur tout ce qu'il doit faire. Donc, quelles sont les compétences qu'il doit acquérir? Et donc, à partir de là, on va commencer à avoir des mots, on va commencer à avoir du pragmatique. Et dans une situation de feeling, à un moment donné, il faut être capable de se reporter sur cette feuille, à savoir de dire est-ce que ça colle, ça colle, ça colle, ça colle. C'est jamais facile, je le sais bien parce que j'y suis confronté aussi, mais on va essayer de se rattacher au plus près du pragmatisme pour l'expliquer au candidat. Comment utilise-t-on la technique des 5 pourquoi lorsqu'on a un candidat qui sort de l'école? Je trouve ça beaucoup plus difficile de faire entendre une personne qui n'a pas d'expérience. Exactement. C'est généralement moins long, on est un peu fade face à ça. Donc, on essaye d'aller sur des stages, on essaye d'aller… Donc, ce que je vous propose, les 5 pourquoi, c'est plutôt de profiter d'avoir une personne en face de vous, donc plutôt, comme il n'a pas forcément d'expérience, de savoir ce qu'il pense du monde d'aujourd'hui. C'est hyper instructif. Je m'explique. Tiens, voilà, qu'est-ce que vous pensez de LinkedIn? Par exemple, vous tournez la perche, vous mettez dans l'ambiance. Vous êtes une génération TikTok, Snapchat, j'en passe et derrière. On a bien compris que Facebook, c'est pour les quarantenaires. En dessous de 40, si on est sur Facebook, ça ne le fait pas. Insta, OK, mais LinkedIn, on vous a donné à l'école, on vous a expliqué à l'école qu'il fallait un profil LinkedIn. Vous en pensez quoi? Mais allez-y, franchement, ça m'intéresse de savoir. Et là, vous allez le mettre dans le monde du travail. Vous allez voir ce qu'il pense du monde du travail. Et vous allez commencer à pouvoir dérouler les 5 pourquoi. Et pourquoi, et pourquoi. Et vous allez commencer à comprendre comment il fonctionne. Et donc, à partir de là, vous pouvez bifurquer sur plein de sujets. Et après, vous expliquez le poste. Et vous, quand vous expliquez le poste, vous lui demandez s'il a compris et s'il a des questions. Et là, il va normalement poser quelques questions sur la compréhension pour bien comprendre les éléments. Et à chaque fois qu'il vous pose une question sur tel élément, donc si j'ai bien compris, vous lui demandez pourquoi il a posé cette question-là. Et donc, le fait de voir s'il a bien compris et que vous lui demandez pourquoi il vous a posé cette question-là, des fois, vous allez déceler encore d'autres choses. Donc là, on est vraiment sur l'aspect personnalité, capacité, positionnement de cette génération. Ensuite, je continue. Pourquoi le choix de job, tel choix de job, et tout à fait, les jobs d'été aussi sont hyper parlants. Et faites preuve d'empathie, se mettre à la place d'eux, c'est-à-dire que si vous voulez faire parler quelqu'un, par exemple, dans une nouvelle génération, vous le mettez à l'aise, et puis derrière, il a travaillé au McDo, par exemple, pendant 15 jours, vous vous dites, ah, McDo, ça ne doit pas être… moi, le souvenir que j'en ai, empathie, on se met à la place d'eux. Je m'imagine que c'est comme ça, que ça ne doit pas être facile, hein, et vous vous taisez, vous faites un silence, et normalement, il prend le relais derrière. Comment et à quel moment proposer des exercices pour tester réellement les candidats, par exemple, voir comment, si elles sont à l'aise en informatique, ou rendez-vous client, toujours peur que ça fasse fake, ou que ce soit scolaire.
Tout à fait. Alors, ça fait partie justement au job description canvas du démarrage, c'est-à-dire qu'on a identifié qu'il fallait telle compétence, et on voit la nécessité de voir la capacité, par exemple, à gérer les réseaux sociaux. C'est hyper facile, il suffit d'aller sur les comptes et de voir comment c'est fait, comment c'est publié, si la personne est à l'aise ou pas, avec le choix du téléphone, etc. Ensuite, ça peut faire l'objet de tests. C'est de dire, mais d'expliquer clairement en toute transparence, mettre la personne à l'aise pour pas qu'elle soit stressée. C'est de lui expliquer, par exemple, je vais avoir besoin de voir si vous êtes capable de. Voilà, je pense que vous pouvez comprendre cela, mais j'ai besoin de vérifier qu'on doit faire des tableaux Excel et j'ai besoin de savoir si vous allez faire des tableaux croisés. Donc, ce n'est pas un piège. C'est pas un piège. C'est sous le sceau de la bienveillance, mais on a besoin de voir que. Et le Pôle emploi fait par exemple des recrutements sans CV avec de la simulation. C'est plus sur du manuel, mais c'est un peu dans le même état d'esprit. J'ai des bureaux d'études, par exemple, qui mettent des commerciaux, des technico-commerciaux avec des plans à faire pour voir justement les notions d'échelle ou les calculs de pourcentage de TVA, pour ne pas citer les exercices. Donc, ça ne fait pas fait, c'est expliquer la transparence. Et si on s'est trompé à un moment donné, ben, ça peut se comprendre. Mais c'est rassurer. Les tests de personnalité, c'est la même chose. On va avoir tendance à avoir peur des tests de personnalité, alors que j'explique souvent que ce n'est pas la vérité vraie, parce que ça fait partie d'un échantillon. C'est des personnes qui, à un moment donné, sont comparées à autrui. Ce qui est intéressant, c'est le résultat, c'est de savoir si ça leur ressemble ou pas. Et si ça leur ressemble, derrière moi, en tant que recruteur, je vais dire au futur manager, voilà comment il faut parler à tel candidat ou tel candidat pour qu'elle soit épanouie sur son poste. Alors, de mon côté, j'explique aux candidats tous les points positifs. Je leur explique que le recrutement, c'est aussi les personnes en face de nous, que la personne en face avait une personnalité qu'on projetait mieux dans l'équipe. Je pense que les candidats apprécient qu'il vaut mieux que ça donne une raison qui n'est pas la bonne. Je pense que les candidats apprécient qu'il vaut mieux que cela donne une raison qui n'est pas la bonne. Je ne sais pas comment vous faites, vous. Je joue la carte de la transparence. Si je ne suis pas à l'aise à un moment donné, je vais dire que je ne suis pas à l'aise. S'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, je vais dire, ou si j'ai un feeling sur une expérience professionnelle, où je sens qu'avec le manager, il ne m'a pas tout dit, ben, je vais le dire. À chaque fois, on n'a pas le droit à l'erreur. J'explique souvent qu'on est entre adultes pour voir si on est fait pour travailler ensemble et que l'objectif, c'est que chacun s'y retrouve, que ça soit épanouissant des deux côtés. Donc, si à un moment donné, on n'est pas transparent, ça risque de poser des problématiques. Par exemple, le marché du recrutement, il y a beaucoup de recruteurs qui travaillent au succès en externalisation, c'est-à-dire qu'une entreprise va confier un recrutement au succès, ne paiera le recruteur que s'il trouve le candidat. Et ça a un biais, c'est que le recruteur va avoir tendance à survendre le poste au candidat et survendre le candidat à l'entreprise. Vous voyez ce que ça fait? Ça donne une personne qui arrive dans une entreprise qui se dit « Waouh, c'est trop fun ici », qui se dit bah, « C'est pas ce qu'on m'avait dit ». Et inversement, l'entreprise qui dit « Waouh, c'est un super candidat, ah mais c'est pas ce qu'on m'avait dit ». Donc, transparence. Sébastien, que penses-tu de la question? Qu'avez-vous pensé de notre échange à la fin de l'entretien? Je trouve ça excellent et je rajoute même, je vous propose d'échanger à chaud de votre ressenti. Il n'y aura aucun jugement sur ce qu'on va dire, ce n'est pas une question piège et on échangera à froid dans quelques jours si vous le voulez bien. Et c'est pareil, c'est toujours dans l'humain, être capable Sarah, je partage, mais j'essaie d'être le plus transparent possible avec la bienveillance. Je partage aussi, c'est complexe de trouver la bonne mesure. Ah ouais, c'est tout l'art du bon recruteur RH. Je partage totalement, j'essaie au maximum de creuser mes doutes. C'est ça, c'est creuser et mettre en adéquation les personnes. Voilà, il est 10h40. Il y a quelques personnes, j'en vois 3-4 qui se sont déconnectées. Je vous propose qu'on reste en lien sur LinkedIn. Si vous voulez parler recrutement, ce sera avec grand plaisir. On a fait un brainstormer des recrutements il y a peu avec beaucoup de RH et de cabinets qui sont venus. On a mis de côté la concurrence. On s'est dit comment réinventer le recrutement de demain avec un Slack où les conversations continuent avec des projets open source. C'est assez génial. Donc, merci Fanny. Plaisir de te voir ici. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. On vous envoie le lien du replay si vous n'avez pas pu être là depuis le début. Merci Cédric, Lisa. Bonne journée à vous. Et je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas